13 septembre, date de la signature du communiqué de Maurice Kamto à l'appel à la solidarité. 13 septembre, c'est aussi une date qui devrait rester dans l'histoire et qui devrait être appris à tous les écoliers du Cameroun, à tous les étudiants. Mais malheureusement, le 13 septembre, peu de Camerounais se souviennent de ce que ça veut dire, cette date, cette commémoration dans la vie de la nation, avec un martyr qui a voulu la libération du Cameroun, l'autonomie du Cameroun, mais qui a été assassiné il y a de cela 66 ans. Personne n'en parle. Ou plutôt le gouvernement n'en parle pas. On peut faire nous enseigner les histoires de Jeanne d'Arc, de Napoléon Bonaparte. Et pourtant, les peuples africains aujourd'hui, à part le Cameroun, célèbrent leurs héros. Je ne parle pas des autres peuples du monde entier. Mais comment se fait-il que on ne parle même pas de Ruben Oumniobé qui a été assassiné par la France juste parce qu'il revendiquait l'indépendance? C'était le 13 septembre 1958. La France, qui avait été désignée par la nouvelle société, la SDN, la Société des Nations, après la défaite de l'Allemagne lors de la Première Guerre mondiale, eh bien, on avait donc mandaté la France et la Grande-Bretagne de s'occuper de l'héritage allemand qui était le Cameroun. Non seulement c'était illégal, mais surtout, la France n'a pas voulu lâcher un seul instant les Camerounais à assumer, à être un peuple souverain. Et ce n'est que ça que Ruben Oumniobé, né en 1918, avec un cœur de quelqu'un autodidacte, bien qu'ayant appris un peu dans quelques livres, et aussi lors des petits séminaires, ce que l'on appelle un peuple souverain. Il se battait contre le nazisme que les Européens, les Occidentaux combattaient, contre le racisme et contre le colonialisme. Il voulait que les populations, non seulement africaines, ne puissent plus être grugées, puissent profiter de leurs matières premières. Il voulait que le panier de la ménagère puisse avoir quelques fruits pour les enfants. Et d'ailleurs, sa politique n'était pas guerrière. C'était un havre de la paix, c'était un homme de paix qui a été abattu alors qu'il n'avait aucune arme devant son épouse, Martha, et devant sa belle-mère, Paula, devant son enfant qui n'était encore que bébé, Daniel Oumniobé.
Omniobe a été le véritable symbole, l'incarnation de la revendication de l'indépendance en Afrique. Partout ailleurs, on peut célébrer les Thomas Sankara. On a vu des monuments pour eux. Mais au Cameroun, même commémorer ou même rappeler au peuple qui était Omniobe, qui s'est sacrifié, qui a été sacrifié à fleur de jeunesse. Pas du tout. Et la France, pendant ce temps, renie son histoire. La France avait tout fait pour empêcher Ruben Omniobe de pouvoir permettre au Cameroun d'accéder à son indépendance. Mais c'est à travers l'UPC, le premier parti politique véritablement structuré en Afrique, qui a été créé en 1948 et où il a été désigné secrétaire général, qui était le parti lumière, le parti porte-flambeau, le parti qui montrait, qui était la locomotive des indépendances en Afrique. Et d'ailleurs, on y avait porté la voix de l'Afrique. Il allait d'ailleurs à l'ONU, comme ce discours prononcé, je crois, le 19 décembre 1952, à l'ONU. Il était applaudi. C'était un homme qui avait du charisme, qui avait le verbe, qui surtout avait une mentalité d'acier incorruptible. On l'appelait l'homme podal. Son verbe était sacré. Mais il a fallu qu'on aille l'humilier. Et pour humilier Ruben Omniobe, la France avait utilisé aussi les Africains. Surtout des Africains. Et avait monté une armée de supplétifs. Et c'est cette armée de supplétifs qui, à travers un certain Sarah Abdoulaye, un Tchadien, avait tiré sur le dos de Omniobe à plusieurs reprises des balles rotatissantes alors qu'il était en pleine forêt. Et lorsqu'il était poursuivi, il voulait enjamber un arbre, un tronc d'arbre qui était très haut. Abdoulaye s'est mis à tirer sur les ordres d'un capitaine français. Omniobe est mort. Parce que juste il avait signé un protocole, une proclamation avec des syndicalistes le 29 avril 1955. C'était ce qu'on appelait, avec les dirigeants de l'Union des syndicalistes confédérés du Cameroun, proclamation commune pour l'édification d'un État souverain camerounais. Rien que ça, quand la France avait appris que Omniobe était décidé que le Cameroun devienne indépendant, on envoyait alors un criminel au Cameroun comme haut commissaire. Il s'appelait Roland Pré. Il avait dit à Omniobe, je vais te tuer, je vais t'égorger.
Omniobé fut accusé exactement comme le régime Biya le fait aujourd'hui, de rébellion, de révolution, de déstabilisation. Et ils sont partis. L'UPC fut immédiatement suspendu, interdit. La chasse à l'homme avait commencé. On était donc obligé de vivre en brousse avec son secrétaire et quelques groupuscules de fidèles qui étaient là. Mais malheureusement, les Judas, les traîtres sont toujours là. Et c'est eux qui avaient donné à Roland Pré la cachette de Omniobé. Par groupe de 4, de 5, ils partirent encercler la forêt de Oumiébel. Et lorsqu'ils virent les traces de ces chaussures que les traîtres avaient eu à décrire, ils savaient tout simplement que la fin était arrivée. Ruth Paulas, sa belle-mère, prit d'ailleurs l'enfant, le jeune Daniel Omniobé, pour essayer de s'enfuir. Son épouse était restée. Au moment où Sarah Abdoulaye, je vous dirais bien Sarah Abdoulaye, un Tchadien, avait offert le feu. Martha a vu son époux transpercé par des balles. À côté de lui, il y avait un autre, Pierre Yembak, secrétaire de l'UPC, qui lui aussi fut mitraillé par des coups de feu. Il y avait Niebel, agent administratif. C'était la grande joie lorsque Omniobé mourut. On avait fait comprendre aux Camerounais, à partir du 13 juillet 1955, que les nationalistes étaient des maquisards. Il fallait avoir peur d'eux. Ils violaient des femmes. Ils étaient des tueurs. Ils étaient des voleurs. Ils étaient ceci. On avait fait un lavage de cerveau. Et même pas le respect de la dignité humaine. L'armée française, les supplétifs français, prirent le cadavre de Omniobé et de son ami. Traînèrent les cadavres par terre, des kilomètres jusqu'au village. Toute la peau du visage par terre, les bras partout. Le cadavre était... Même un chien, on n'a jamais fait ça. Ils allèrent exposer le cadavre de Omniobé et de son ami comme des trophées. Les villageois vinrent et reconnurent la dépouille. Et après cela, humiliation suprême, on décida d'aller enterrer Omniobé sans cercueil, dans un bloc de béton, sans la moindre cérémonie.
Et plus tard, ils attribuèrent une indépendance factice au Cameroun, émir Amadou Ahidjo. Ce que la France a fait au Cameroun est très grave, dans la mesure où c'est une guerre cachée, des assassinats, puisque ça a continué jusqu'en 1972, avec l'exécution de Ernest Ouandié, le 15 janvier plus exactement. Il avait été arrêté en 1970, lui qui devait faire porter le flambeau. Les archives britanniques parlent de l'extermination des peuples Bamileke et aussi des Bassa, juste parce qu'ils voulaient leur indépendance. Les archives britanniques évoquent 74 000 assassinats. 74 000. Mais les vrais chiffres, dit-on, c'est entre 200 000, 600 000, voire 1 million. Puisque des cadavres étaient jonchés au carrefour, que ce soit à Bafoussam ou même l'homme camerounais, ou ceux qu'on soupçonnait tout simplement d'avoir côtoyé Oumniobé, à qui on attribuait des idées marxistes ou communistes, eh bien, passaient tout simplement à la guillotine. Il n'y avait pas de guillotine, mais étaient exécutés de façon sommaire. Et ce n'était pas tout. Parce qu'après, il fallait même chasser, pourchasser, même à l'étranger. Ce que d'ailleurs le régime Biya continue à faire aujourd'hui. Avec des empoisonnements ciblés, avec des enlèvements. Ça, c'est le régime colonial français qui a légué ça au régime post-Ahidjo, qui est celui des Biya. Et ce Biya n'a jamais voulu qu'on parle de la mémoire de Oumniobé. Quand il a eu honte, en 1991, c'est là où le bon monsieur est parti sortir, promulguer une loi en disant qu'il réhabilitait ce que... Et d'ailleurs, je vais lire ce que lui-même avait dit. Paul Biya, en 91, dit donc qu'il crée la loi, ouvrez les guillemets, réhabilitation des grandes figures de l'histoire du Cameroun, aujourd'hui disparues, qui ont œuvré pour la naissance du sentiment national, l'indépendance ou la construction du pays. Voilà ce que Biya a dit. Mais qu'a-t-on vu après cette loi? Aucune commémoration. Où est le Panthéon? Rien. Bien au contraire. On a même vu tous ces régimes boycotter. L'inauguration du monument de Oumniobé à Ezeka en 2007. Aucun membre du régime n'était parti. L'inauguration de son monument, fait pas par le gouvernement, mais par l'UPC. Le 22 juin 2027, personne n'est allé. Et le plus cynique, c'est que Paul Biya a continué à garder et à protéger les monuments des Français qui ont tué les Camerounais. L'école même qu'il a fréquentée, c'est-à-dire que le lycée au Cameroun, en pleine capitale, non loin de l'Assemblée nationale, ça s'appelle le lycée Général Leclerc. Voilà quelqu'un qui, même étant mort, on devrait aller avec des cadenas, des menottes, mettre sur sa tombe. Mais au Cameroun, Paul Biya a fréquenté le lycée Général Leclerc avant de venir en France. Il rentre au Cameroun, le même lycée Général Leclerc continue. Et le pire, c'est qu'un panafricaniste, un nationaliste, un patriote, qu'on appelle Essama, au
Ouah. Il est parti. Enlevé à Douala le monument d'un assassin, d'un général qui a tué les Camerounais. En 2003. Et depuis cette date-là, c'est lui qui est plutôt persécuté comme le plus grand assassin. Et ça va. On l'a même jeté en prison. Il a enlevé le monument d'un assassin. C'est comme si on vous dit qu'en France, il y a le monument de Mussolini et il y a le monument d'Adolf Hitler. Et lorsque vous voulez venir mettre le monument du général de Gaulle, on vous met en prison. Voilà donc le Cameroun de Paul Biya. Ailleurs, et d'autres puissances ont reconnu le mal qu'ils ont fait. Et même la France a avoué certains crimes. Par exemple, quand on l'aurait assassiné le 13 septembre en 1958, il y avait aussi la guerre d'Algérie. Mais si on parle de la guerre d'Algérie, ici, la France a reconnu ses fautes en Algérie et a demandé pardon. Mais qu'est-ce que la même France a fait? C'est-à-dire que le jour où on a assassiné Oumyobé, Ruben Oumyobé, c'est-à-dire le jour de son anniversaire, c'est ce jour-là que l'Élysée fait un communiqué pour plutôt élever quelqu'un d'autre, un autre martyr en Algérie, c'est-à-dire que le 13 septembre 2018. Et voici le communiqué de Macron, ou bien de l'Élysée, qui disait ceci. Le 13 septembre 2018, le président de la République a décidé qu'il était temps que la nation accomplisse un travail de vérité sur le sujet. Il reconnaît au nom de la République française que Maurice Audin, mathématicien, communiste, militant de l'indépendance d'Algérie, a été torturé, puis exécuté par des militaires qui l'avaient arrêté à son domicile. Fin de citation. Voilà ce que la France a fait. Pour l'Algérie, a reconnu. Mais Oumyobé, qui est au-dessus de tout ce monde, qui inspirait toute l'Afrique, au Cameroun, Paul Biya n'a pas revendiqué quoi que ce soit. Bien au contraire. On a même vu François Fillon, premier ministre de Sarkozy, Sarkozy qui a tué Kadhafi et qui va maintenant venir au Cameroun, à l'invitation de Paul Biya. François Fillon est arrivé au Cameroun en 2009 pour insulter la mémoire, non seulement de Oumyobé, mais de tous ceux qui ont lutté pour l'indépendance, qui ont été sacrifiés, qui ont été, qu'est-ce que j'ai dit? Qui ont été assassinés par la France. Je vous lis la déclaration de François Fillon devant Paul Biya. Nous sommes à Yaoundé le 3 juin. Non, ce n'était pas le 3 juin. Nous sommes, parce que là, c'est en 2015, là, c'est François Hollande. Nous prenons d'abord François Fillon. Nous sommes en 2009. Il dit ceci. Je dénie absolument que les forces françaises aient participé en quoi que ce soit à des assassinats au Cameroun. Je reprends François Hollande devant Paul Biya. Je dénie absolument que les forces françaises aient participé en quoi que ce soit à des assassinats au Cameroun. Tout cela est de la pure invention. Paul Biya s'est tué, même pas un mot, un premier ministre de Sarkozy.
François Hollande arrive, que les Camerounais d'ici font beaucoup de bruit, les Camerounais de la diaspora, c'est là où François Hollande, en 2015, va déclarer ceci. Nous sommes exactement le 3 juin. Il dit, sur la question de l'histoire, j'y suis revenu. C'est vrai qu'il y a eu des épisodes extrêmement tourmentés et tragiques. Puisqu'après l'indépendance, il y a eu une répression en Sanaga maritime et en pays Bamileke. Pourquoi donc on ne parle pas de ça? C'est à cause de Biya, meilleur élève de la France. D'ailleurs, veut-il même qu'on parle même d'Amadou Ahidjo? C'est lui qui est devenu le père de la nation. Quand Oumnobe, les Osenda Fana, les Wandi, tous là, ils luttaient pour l'indépendance. Paul Biya mangeait, buvait son vin avec les lui Paul Ojoula qui ne voulaient pas l'indépendance. Il était leur meilleur ami. C'est eux qui lui achetaient des costumes. Et c'est eux qui ont envoyé Paul Biya au Cameroun sur lettre recommandée pour aller continuer la néocolonisation. Dans des vraies nations, si Paul Biya était un vrai chef d'État, il aurait négocié avec la France dont il se revendique meilleur élève pour dédommager les familles des victimes. Ce n'est pas la première fois, on a vu. Ce même Royaume-Uni qui était au Cameroun, mais qui s'est mis à dédommager les Kenyans, et plus particulièrement ceux de la tribu Momo, ou bien Mao Mao, si vous voulez. Parce que là-bas aussi, c'est une tribu qui se battait pour l'indépendance. Et à l'époque, le Royaume-Uni avait mis dans des camps de concentration 150 000 d'entre eux. Et d'ailleurs, selon le comité des droits de l'homme du Kenya, il y a eu 90 000 morts. Mais vous vous rendez compte, en 2013, le Royaume-Uni a fait son mea culpa. Il a dit, comme il y a 5200 survivants, excusez-moi, on va les dédommager. Ils ont proposé, mais je ne sais pas, qui m'envoie quelque chose dans la gorge là. Les sorciers là, laissez-moi parler. En tout cas, je vais boire tout de suite là une potion qui va faire que quand moi-même je vais cracher le feu là, vous allez voir, sortez de mon direct. Les sorciers. Un verre d'eau. C'est les gens-ci. Donc, je voulais vous dire que sur 5200 survivants, excusez-moi, je ne bois pas souvent l'eau pendant le direct. Ils ont dit qu'ils dédommagent 60 ans après les crimes, les assassinats. Et le montant, c'était 23 500 000 euros. Soit l'équivalent de 15 409 millions de francs CFA.
Et ils ont dit qu'ils vont construire des monuments à Nairobi, au Kenya. C'est une décision qui a été prise en 2013. Et ils l'ont fait. Mais aujourd'hui, vous vous rendez compte? Où sont les enfants de Omiobe? Vous avez vu comment est-ce que sa femme est morte? Ils sont abandonnés à eux-mêmes. Et d'ailleurs, je vais vous faire écouter une qui ne savait même pas que Omiobe était son père et qui va vous raconter cette histoire très douloureuse. Bonsoir mes enfants. Je vais essayer d'apporter quelques éléments de réponse par rapport aux trois questions que vous m'avez posées tout à l'heure. La première concernant la rentrée des restes de papa au Panthéon. La deuxième, la protection de papa à travers ses enfants, que nous sommes, que nous étions, et surtout ma propre expérience. Et la troisième question, c'est mon souhait pour ce jour de commémoration. Pour ce qui concerne la rentrée des restes de papa au Panthéon, si je me réfère aux us et coutumes du Grand Sud du Cameroun, notre label, le plus souvent, on dit la famille est priée d'attendre le corps sur place. Malheureusement, en 1958, déjà le corps de papa ne nous appartenait pas. C'était le corps d'un élément dangereux. Donc il fallait le trimballer, l'amener où il voulait. Et Dieu merci, on a quand même réussi à l'enterrer. Pas n'importe où, mais au cimetière de l'église protestante des États. Mais la grande famille aimerait franchement que les restes de papa, Reuben Omiobe, et même les dernières volontés de maman Marthe Omiobe, c'était que ce reste, bien sûr, aille à son pec, sur les terres de papa. Mais la communauté nationale et internationale souhaite le meilleur à travers les œuvres de papa pour qu'il soit transféré au Panthéon. Et j'espère bien qu'un jour il y aura un Panthéon au Cameroun. Donc la question est en veilleuse. Point de vue famille, communauté nationale et internationale. La deuxième question pour ce qui est de la protection des enfants, papa avait une très très lourde responsabilité. Sa mission principale, en plus, celle de sa famille. Il ne pensait pas seulement à son engagement, mais il pensait également à ce qu'il va laisser. Parce que lui-même, il savait bien qu'il a pris un chemin dangereux. Et il n'est pas sûr d'aller jusqu'au bout. Puisque déjà, Mesmer le lui avait promis. Et il avait bien voulu... il souhaitait, comme tout le monde, être à côté de sa famille. Mais à un moment donné, avant de prendre les maquis, il était obligé de laisser sa famille entre les mains de ses oncles maternels à Marolais, un village pas très loin de Boumiébé. Et ce sont ses oncles qui s'occupaient de maman dans son maquis. Mais moi, personnellement, il m'avait laissé à l'âge de 2 ans, d'après ce que maman me dit, entre les mains d'une famille d'accueil. J'ai grandi avec un prête-nom. J'avais pas droit au marché périodique à l'époque. C'était la seule distraction qu'on avait.
Et donc, moi, j'avais pas droit à ça. J'avais pas droit de m'amuser, de jouer avec les enfants. J'étais toujours seule. Pourquoi? Parce que une fois, j'apprends, hop, c'est la fille d'un podol. Et comme elle ressemble trop à son papa, ne voulant pas qu'il lui arrive quelque chose. Et c'est à l'âge de 14 ans que je sais qui est mon papa et que ce dernier s'appellerait Oumiobe Ruben. Déjà, moi, je ne portais pas son nom. Et j'ai porté son nom le jour où je faisais mon acte de mariage. Parce que là, déjà, j'avais un autre prénom. Je m'appelais Madame Yemek. On n'avait pas besoin de savoir Madame Yemek née, comme on le fait maintenant, mais c'était Madame Yemek tout court. Mais qu'à cela ne tienne, quand j'ai commencé à faire mes enfants, bien sûr, la maman, c'était bien Oumiobe Erni. Et mon fils aîné qui avait le nom complet de mon père, Oumiobe Ruben, mon petit Dédé, et à son âme, il n'est plus de ce monde. Il s'est vu refuser l'entrée à l'école du centre à l'âge de 4 ans. Son nom a été rayé au ministère de l'Éducation nationale parce qu'à l'époque, à l'école du centre, c'était M. Robert qui était directeur. Et il me l'avait dit, il m'avait montré la liste des enfants qui devaient passer à l'école du centre parce que mon fils était au parc Le Piquet. Donc, tous ceux qui partaient du parc Le Piquet allaient à l'école du centre. Mais le mien n'a pas eu droit à ça parce qu'il s'appelle Oumiobe Ruben. Un tout petit de 4 ans. Donc, j'ai eu une expérience douloureuse. Et quand déjà je sais que mon père s'appelle Oumiobe Ruben, ça a été très difficile pour moi de chercher même déjà savoir qui il était. Ce monsieur, c'était qui? Personne ne voulait me décrire mon papa comme une simple personne déjà, me dire que c'est quelqu'un qui aimait par exemple le maïs, le ceci, cela. Personne ne voulait entendre parler de Oumiobe Ruben. Pour moi, c'était un hors-la-loi parce qu'il ne fallait pas prononcer son nom. Et vers les années 91, monsieur Anani Rabié Binzi, qui s'approche de moi, bon, heureusement, on lui aurait dit. Mesdames et messieurs, mesdames et messieurs, ceux qui croient effacer l'histoire d'une simple gomme ou avec le chiffon sur l'ardoise noire, qui sachent que c'est comme ça qu'ils seront aussi effacés de nos mémoires, de l'histoire. Ce que Paul Biya fait aujourd'hui, ce que son régime fait, qu'il regarde ce qui s'est passé à côté avec son meilleur ami, Mobutu Sese Seko. Mobutu Sese Seko n'a jamais voulu honorer la mémoire de Patrice Lumumba qu'il a fait assassiner. Aujourd'hui, en RDC, qu'il avait changé de nom pour que ça devienne, où il disait l'Ozaïr de Mobutu. L'homme fort qui va de victoire en victoire. C'était ça son slogan. Quand il a été chassé par Kabila, il est parti mourir loin là-bas au Maroc. Même sa dépouille n'est toujours pas rentrée chez lui. Même ses enfants meurent à l'étranger. Le palais de Bagdolite, qu'il avait construit, qui était une forteresse, bref, la plus belle et la plus luxueuse, coûteuse résidence des chefs d'État africains, à Bagdolite. Les algues, les arbres poussent sur des lits. Il n'y a plus de toit. C'est un domaine abandonné, pillé.
Oumniobé, lorsqu'il a été tué, il avait une serviette, il y avait des documents, il faisait des prophéties et il le disait même à sa femme qu'il sait qu'il sera tué. Mais aujourd'hui, regardez chaque homme politique se lève, qu'il soit Bassa ou ailleurs, pour lire maintenant sur les astres, sur les étoiles, pour se transformer par météorologue, mais en astrologue, pour dire la prophétie de Oumniobé. De plus en plus, Oumniobé qui est mort il y a 66 ans, pas mort, qui a été assassiné il y a 66 ans. C'est maintenant lui qui est en vogue. On ne parle pas de la prophétie de Biya. Mais pour 2025, pour l'élection présidentielle, on ausculte maintenant les astres, la boule de cristal. On lit chaque mot de Oumniobé. Et bien que n'apprenant pas Oumniobé à l'école, chaque politicien cherche de venir s'en inspirer. Et c'est aussi comme ça que des générations futures vont s'inspirer et vont jeter Paul Biya dans la poubelle d'un simple régime criminel.